Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Les presses universitaires de Strasbourg et la Bibliothèque nationale et universitaire sont ravis de vous accueillir une nouvelle fois pour cette conférence Savoir en partage, donc un cycle de conférences qui permet de présenter tous les mois une des dernières parutions du catalogue de la maison d'édition scientifique de l'Université de Strasbourg. Ce soir, nous accueillons avec plaisir Catherine Vermester, qui vient nous parler de son dernier ouvrage paru le 1er mars, donc tout récemment, dans la collection Culture visuelle. Il s'intitule donc Représentation de mutilés de guerre en Allemagne 1914-1933. Et je ne vais pas en dire plus, je vais laisser Catherine parler de son travail et se présenter. Juste une petite information, donc il y aura un petit temps d'échange qui sera prévu à la fin de la conférence si vous avez des questions à poser. Et si jamais tout ce que vous entendez ce soir vous intéresse et que vous avez envie de vous procurer l'ouvrage, il est également disponible à la vente au fond de la salle. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Ça marche aussi. Eh bien, merci beaucoup Tessa. Donc, je remercie d'emblée Tessa Jacot et les éditions des presses universitaires de Strasbourg et Audrey Folke qui s'est occupée de du voyage, etc. Donc, et vous tous d'être venus, bien sûr. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce livre, d'où il vient, du projet que c'était initialement. Il y a bien longtemps, mes cheveux blancs, j'ai fait une thèse sur l'image du corps mutilé, mais dans l'art. Dans l'art, où il y avait des problématiques extrêmement différentes de celles qu'on va rencontrer ici. Et puis, ensuite, à la demande de Martial Guédron, qui dirige la collection, on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose dans la collection qui mêlerait les images, les œuvres des artistes et les illustrations parues dans les œuvres satiriques, dans les journaux satiriques, pardonnez-moi. Et puis finalement, ça n'a pas pu se faire pour toutes sortes de raisons. Et là, j'ai pu compter sur la compréhension des éditions des presses universitaires de Strasbourg. Et le travail a été recentré sur les illustrations dans les journaux satiriques allemands, où se posent en fait des questions très différentes de celles qui affleurent ou qui sont immédiatement posées dans les œuvres d'art. Donc finalement, c'était plutôt pas mal de changer le projet. Et donc, je me suis attelée à regarder la façon dont les mutilés allemands, donc les soldats mutilés allemands, étaient montrés. C'est-à-dire que ce livre-là n'est pas un livre sur... Bien sûr, j'en parle, mais ça n'est pas un livre sur le sort des mutilés allemands. C'est un livre sur la façon dont ils sont représentés. Et le titre, justement, à cet égard, était assez clair, parce que c'est représentation de mutilés. Et j'essayais de voir, en fait, comment on les montrait, ce qui est assez différent de la façon dont eux souhaiteraient être montrés. Ils souhaiteraient être montrés comme des héros. Vous allez voir qu'on les montre rarement comme des héros. On a un exemple ici, et je vais vous montrer d'autres exemples. Et en fait, j'ai essayé donc de regarder ces représentations et de voir ce qui s'y disait de la perception du corps mutilé, déjà, parce que ça ne va pas de soi. Hein, ça va pas de soi. Les jeunes gens qui partent à la guerre en beau jeune homme ou en moche jeune homme, mais en tous les cas entiers, et qui reviennent affreusement mutilés, ça ne va pas de soi. Donc en fait, les illustrations parlent de ça. Elles parlent des résistances que la population leur oppose, et puis en même temps, elles parlent de l'héroïsation dont ils sont l'objet dans la propagande, par exemple, puisque aux illustrations, j'ai ajouté toute une série de documents, des cartes postales, qui montrent aussi des images de mutilés de guerre, souvent les héroïsant, et on verra de quelle manière, et puis aussi des documents de l'orthopédie, de la chirurgie réparatrice, qui est très très importante en Allemagne et qui diffuse très largement dans la société tous ces discours. Donc en fait, j'ai essayé de mettre ensemble toutes ces choses pour obtenir finalement un résultat qui est assez conforme aux images que l'on voit, c'est-à-dire un résultat totalement contradictoire. Et en fait, on voit que le mutilé de guerre n'est pas du tout associé à un seul type de représentation mentale. Au contraire, la figure du mutilé apparaît de diverses manières qui vont changer selon le locuteur. Est-ce que c'est un médecin qui parle ?
Est-ce que c'est un opposant politique? Est-ce que c'est un pacifiste? Est-ce que c'est un communiste? Est-ce que c'est un spartakiste? Ou est-ce que c'est un... Ou est-ce qu'on parle de l'extrême droite, etc., etc. Donc finalement, c'est ça qui m'intéressait et qui s'est avéré, je pense, soulever un certain nombre de questions assez intéressantes. Donc celle-là, peut-être j'y reviendrai. Première image, j'ai essayé de réfléchir à ce que c'était que le corps. En fait, le corps, notre corps humain, c'est une façon aussi de se situer dans l'espace. C'est notre corps qui nous dit le haut, le bas, la gauche, la droite, etc., qui définit des directions, qui définit un être au monde et qui peut aussi définir beaucoup plus que lui. Et par exemple, un pays. Dans cette carte, par exemple, de 1928, on voit un des thèmes tout à fait importants du discours nationaliste, où le corps du soldat et le corps du soldat mutilé devient l'image du pays lui-même. Vous voyez par exemple dans cette carte qui s'intitule très clairement « La mutilation de l'Allemagne », c'est le résultat sur le territoire allemand, c'est-à-dire celui que le corps parcourt, celui que le corps représente, etc., et toutes ces choses, du traité de Versailles. Et on voit en noir, donc tout, je montre comme une pauvre petite parce que j'ai pas de... Voilà. Donc on voit en noir, vous voyez, tous les territoires que l'Allemagne a perdus. Et en fait, si on met ensemble le thème de la mutilation et le thème de ces territoires perdus qui apparaissent en noir, on a quelque chose comme une image du membre fantôme qui a disparu chez les vrais mutilés, qui a disparu et qui fait toujours souffrir. Et on voit bien au travers de cette carte que le corps mutilé, il est bien plus que le corps d'un individu mutilé. Il représente bien plus que lui-même et en particulier, ce corps mutilé, donc c'est celui de la défaite, c'est celui de la perte des territoires, c'est celui de l'agression, ainsi qu'on le dit en Allemagne, vécue par l'Allemagne après le traité de Versailles. Et on voit tout de suite qu'avec cette carte, qu'on va entrer dans des questions éminemment politiques, puisque le corps est toujours politique. Il signifie toujours quelque chose au sein d'une société, et au sein d'une même société, il va signifier plusieurs choses. Alors, il y a des représentations absolument héroïques, comme celle-là, par exemple, où on se sert de la figure du mutilé, mais pas n'importe laquelle, pour encourager les emprunts de guerre, puisque c'est une affiche donc, qui date de 1918 et qui invite à souscrire à des emprunts de guerre. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette affiche-là, d'abord, c'est la mutilation elle-même, puisqu'on va avoir toutes sortes de mutilations. On va avoir des bras manquants, des jambes manquantes, parfois les deux bras, les deux jambes manquantes. Mais dans la propagande, on n'aura jamais un bras manquant, une jambe manquante, parce que c'est une figure de la castration. Et il faut que le héros reste viril, qu'il reste masculin. Et on aura souvent ce type de mutilation, c'est-à-dire un œil devenu manquant, qui n'est pas représenté, qui est couvert par le pansement, lequel pansement, en fait, cache et montre dans un même temps la mutilation. Il est là pour la cacher, puisque c'est l'œil manquant, bien sûr, et en même temps, il la montre, puisqu'il est le signe de la blessure et de la mutilation. Dans ce cas particulier de cette affiche de Rohrmayer, ce qui m'a intéressé, c'est le traitement. Vous voyez, on a un personnage extraordinairement émacié, et je me suis un peu arrêtée, par exemple, sur le dessin de l'œil. Donc, vous voyez, le dessin n'est pas du tout organique. On a une forme presque géométrique, très anguleuse, comme une sorte de... Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire un polygone. Laissons tomber le 6. Donc, une forme de polygone qui va insister sur le caractère presque indestructible de la personne, qui géométrise, qui enlève toute douceur, qui durcit les traits. Et là, on a une image de mutilé qui conserve toute sa virilité, même qui fait un petit peu peur. Et on voit au travers du traitement, c'est-à-dire avec, vous voyez, ces lignes ces lignes courbes jaunes autour de la figure, qui donnent une sorte de pouvoir à la figure, qui le rapproche en fait
de figures mythiques, de héros mythiques, etc. Et on voit comment cet œil, en fait, cet œil unique très très particulier, qui regarde le spectateur, le sommant de signer des emprunts de guerre, de soutenir donc l'effort de guerre, exerce en fait un effet hypnotique qui joue sur le sacrifice et qui va mettre en balance le sacrifice énorme qu'a consenti cette figure imaginaire, bien sûr, qui est celui de son œil et qui nous fixe jusqu'à ce que nous cédions pour donner un peu d'argent pour l'effort de guerre. Donc, un don qui, pour le coup, et par comparaison, n'est pas du tout douloureux. Donc, ce type d'iconographie, on va trouver ça dans presque tous les conflits. On va le retrouver en 1945, à peu près de la même manière. Donc ça, ce sont des illustrations qui en fait, ne mettent pas en danger la virilité de l'homme blessé. Au contraire, elles réaffirment sa virilité, puisque, en dépit de cet œil manquant, il garde tout son pouvoir et même acquiert un pouvoir supplémentaire avec cet œil unique. Alors, dans le livre, je fais toutes sortes de rapprochements, aussi des rapprochements avec des figures antiques spécifiques, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y a aussi ce genre ça c'est dans des journaux satiriques, ce genre de représentation où là, la blessure n'est pas seulement spectaculaire. Donc, je vous relis la longue légende. Donc, cinéma de guerre, un silence absolu règne dans la salle, un officier blessé est assis dans la loge avec une dame. Brusquement, l'officier se voit, lui et ses camarades, sur l'écran, tandis qu'ils entrent à cheval dans un village bombardé. Il dit alors en riant « Chère cousine, je n'aurais jamais pensé devenir un jour acteur de cinéma. » Alors là, on est dans un même récit complètement héroïque. La blessure ici est absolument visible. On voit bien qu'il manque un morceau du bras, vraisemblablement la main. C'est assez rare. Hein. Souvent, les pansements sont tellement énormes qu'on se dit que en fait, le pansement signe la présence du membre qui est censé être manquant, en fait, tellement il est énorme. Ici, on le voit. Et on voit que là encore, ça n'entame pas sa virilité, puisque la fameuse cousine, hein, c'est l'excuse ordinaire, c'est ma cousine. En fait, c'est son amante, bien évidemment. Et donc, on en rajoute sur l'idée de virilité. Et on voit comment c'est vraiment une image de propagande, en fait, qui se donne comme une anecdote, mais qui est une image de propagande, puisqu'on voit que l'officier, qui n'a pas l'air du tout affecté par sa mutilation, en fait, domine vraiment la scène et les spectateurs. Il la domine deux fois. Il la domine ici, dans l'image cinématographique, qui le met en scène comme justement l'officier qui traverse des villes ruinées, avec, vous voyez, aucun affect. Il n'y a aucun affect. Il n'y a aucun, comme si la guerre était quelque chose d'absolument naturel, ce qui fait aussi partie du discours de la propagande dans ces cas-là. Et puis aussi, il domine les spectateurs, et dans l'espèce de mise en abîme de cinéma de guerre, on voit bien que, en fait, c'est la propagande qui fait son cinéma ici, hein, qui fait croire que la mutilation, ma foi, c'est pas si grave, hein, et que ça ne va pas affecter la vie, ni, encore une fois, la virilité de l'officier. Là, on voit tout à fait autre chose. Ça, c'est 1915, donc ça joue sur un autre registre. C'est une carte postale qui représente donc l'impératrice. L'impératrice qui visite les blessés. Alors, historiquement, c'est intéressant puisque c'est elle qui a été chargée de désigner, enfin de chapeauter, pas vraiment en réalité, hein, mais de désigner un certain nombre de gens qui vont, eux, s'occuper des mutilés. Et là, on voit comment arrive une autre figure. C'est pas celle du héros inflexible, hyper masculin, etc. On voit arriver une autre figure héroïque qui arrive très très tôt. C'est celle du mutilé comme celui qui a souffert, le héros qui a souffert, et qui, parce qu'il a souffert, transforme complètement en fait la notion d'héroïsme, qui devient autre chose, qui devient explicitement le sacrifice. Alors, ce qui est frappant ici,
c'est que dans la façon dont la carte postale est organisée, on voit que les espaces sont séparés. Vous voyez par exemple les arcades. Je peux me lever, je vais crier, j'ai l'habitude des amphis. Vous voyez ici, on a cette ligne qui sépare en fait. Ils sont réunis, en même temps, ils sont séparés. Donc on va être dans des registres qui sont pratiquement des registres religieux, où ce sera les scènes d'annonciation. C'est le même schéma, en fait, hein, où il y a un contact, mais qui n'est pas le contact de n'importe qui avec n'importe qui. L'impératrice, elle a un caractère sacré, espèce de mère toute puissante, et lui, il a aussi un caractère sacré. Donc le contact de la sacralité passe de elle à lui et de lui à elle. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'on pense à l'Annonciation du fait de la séparation des deux espaces. Et puis aussi, on pense à une autre figure qui est celle de la Pietà. Le moment où la Vierge, vous voyez, tient son fils mort. Alors évidemment, c'est ni immédiatement une Annonciation, ni immédiatement une Pietà, mais on voit comment l'auteur de la carte postale, qui est largement diffusée, va jouer, en fait, pour sacraliser le sacrifice, il va jouer d'iconographie, qui sont donc, encore une fois, à la fois celle de l'Annonciation, la connaissance, etc., et que de toute façon, ce genre de partition crée tout de suite du sacré, en faisant des espaces séparés, c'est ce que fait l'image sacrée par définition, et puis l'image de la Pietà, et on note dès 1915, donc cette phrase qui apparaît là vraiment comme gravée dans la pierre ou dans le marbre, qui promet, en fait, aux mutilés de guerre, la reconnaissance. Et tout au long des années 20, le thème de cette promesse, qui n'est pas tenue, va alimenter, en fait, la plainte des mutilés qui vont dire « on nous avait dit qu'on nous reconnaîtrait, on nous avait dit ça, et finalement, c'est pas ça ». Donc cette carte postale, elle revêt une importance vraiment très puissante, puisque on trouve beaucoup de choses qui vont perdurer donc dans les discours et puis aussi dans les images des artistes, par exemple, où le mutilé de guerre va être confondu avec l'image christique. Donc là, avec l'image de la Pietà, on a en fait tout le matériel pour produire cette image christique. Et donc, cette carte postale m'a beaucoup intéressée pour cette raison et aussi parce que donc il y a cette promesse qui reste un objectif à atteindre pour les mutilés et dont il leur semble que cet objectif n'est jamais atteint, justement, qui va alimenter la plainte. À l'inverse, on a une photographie beaucoup plus tardive de August Sander, qui est donc un des grands photographes de la période, celui qui a fait Homme du XXe siècle, etc., et qui nous propose ici une image d'invalide de guerre. Et là, on voit que, d'abord, rien n'est caché de son état. Vous voyez, il lui manque les jambes, il a une prothèse recouverte d'un gant, une des mains mutilée. Et puis, surtout, on le voit dans cette antique petite charrette qui n'a rien à voir avec le discours de la réparation par la prothèse censée effacer tous les dommages qu'on va avoir dans les années 20. Puis on voit que s'agissant du sacré, il le place, en fait, il le coince déjà dans la prise de vue. Vous voyez, on a du mal à imaginer un en dehors de l'image. On a trop peu d'informations. Et donc, on le voit coincé dans l'image et coincé aussi puisqu'il ne peut pas gravir l'escalier et derrière, on voit la cathédrale. Et donc, il le met en situation de sorte que le discours que ça produit, c'est « cet homme-là ne peut pas atteindre au sacré ». Et il montre en fait qu'une image comme celle-là, en fait, c'est vraiment une image de propagande qui sacralise, qui dit « voilà, c'est un héros ». Blablabla. Lui, dans sa photographie, en fait, il fait exactement le contraire. Et il organise la photographie de telle manière que finalement, ce qu'on voit, c'est juste la misère du corps, c'est juste l'abandon, c'est l'indigence aussi dans laquelle se retrouvent plongés les mutilés de guerre. Donc vous voyez déjà, rien que sur ces petites images-là, c'est pas des petites images, une petite série d'images, on perçoit les contradictions incroyables qui vont en fait traverser toute la période chaque fois
qu'il faudra représenter les mutilés de guerre. Alors, voilà l'affreuse image, c'est ça que... Voilà, donc ce qui va nous intéresser aussi, c'est la façon dont on désigne le plus souvent les mutilés de guerre. On les appelle Krüppel, Kriegskrüppel. Or, Krüppel, c'est une insulte. C'est vraiment extraordinairement péjoratif, le mot Krüppel. Et on invente ce mot, Kriegskrüppel, donc qui est un mot composé, Krüppel de guerre, qui ne va jamais apparaître comme tel dans les dictionnaires. J'ai cherché dans tous les dictionnaires de l'époque, jusque dans les années, jusqu'à l'époque du nazisme, ça n'apparaît pas. C'est en usage, Kriegskrüppel, mais ça n'apparaît pas. Et ce mot-là, qui est absolument péjoratif, on le trouve dans les cartes postales qui prédisent en fait la défaite de l'armée ennemie. Par exemple, ici, c'est l'entente des Krüppel. Donc, on a les 3 représentants avec les drapeaux et donc les représentants de chacun des pays. Et on voit que la mutilation qu'on voit ici, alors vraiment exagérée, et en même temps, on voit surtout des gros pansements, plus que des éléments manquants. On voit les pansements sur les yeux, on voit les pansements sur le bras. Vous voyez ces fantastiques pansements qu'on va retrouver dans la peinture nazie, par exemple, qui exalte la mutilation comme sacrifice, mais on a un petit espoir que ça va s'arranger, quoi. Parce que le pansement est tellement grand, on ne peut pas penser qu'il y manque quelque chose. Le pansement ici, le pansement là, etc., qui montre tout le long de la guerre, mais pas seulement les Allemands, les Français font exactement la même chose, ils mêlent la mutilation et une sorte de dégénérescence physique, de sorte que la défaite est en fait justifiée par une dégénérescence de l'ennemi, une nature corrompue physiquement de l'ennemi, etc., qui le voue à la défaite. Alors c'est très très important, parce que ces cartes postales ayant circulé, quand on parle de l'entente des Krüppel et qu'après on parle de Kriegskrüppel, du coup, c'est compliqué, parce que ça, c'est pas nos mutilés, alors que les Kriegskrüppel, c'est nos mutilés dans l'Allemagne. Je me place du côté de l'allemand. Et donc, vous voyez, là aussi, ça va créer des tensions. Et on s'interroge sur ce choix de Kriegskrüppel. Et en fait, pourquoi pourquoi on garde ce terme? Alors, l'argument, il est très discuté dans les débats des grandes rencontres orthopédiques, il est très discuté. On se dit, mais quand même, c'est très dégradant. Pensez-vous qu'il est judicieux de garder ce terme? Puis on dit, ah, mais si, on l'a toujours utilisé. Mais la vraie raison, c'est qu'on continue de l'utiliser parce qu'en Allemagne, les efforts déployés par la médecine et l'orthopédie pour remettre les mutilés de guerre au travail va tracer une ligne de partage entre le Krüppel, celui qui est un peu comme ça en fait, qui est un peu dégénéré, qui est un peu la défaite, qui est un peu qui ne se remet pas de la guerre, et l'homme appareillé. Alors je vous montre vite. Alors ça c'est assez effrayant. Par exemple, on montre que c'est pas parce qu'on est mutilé qu'on peut pas tout faire. Par exemple, quand on est unijambiste, on peut bien faire du saut en hauteur, non? Il suffit d'avoir un peu de volonté. Voilà, une espèce d'emphase autour de la volonté, autour de la reconstruction, autour de l'idée que, en dépit du fait qu'on a été mutilé, on doit pouvoir prendre sur soi pour réintégrer dans la société. Donc, en fait, ceux qui n'y arrivent pas, dans les discours de l'orthopédie, on dit « Oh là là, mais il y a quand même il y a des mutilés qui ne sont pas tellement coopératifs. » Et alors, ceux-là, on dit « Mais il faut s'en préserver. » Parce que d'abord, ils vont nous coûter beaucoup d'argent, pour commencer. Et deuxièmement, ils vont, avec leur esprit de Krüppel, ils risquent de contaminer tous les autres. Donc, il va falloir... Donc, le héros, dans ce discours-là, il devient l'ennemi. Et on lui oppose ce genre de figures qui sont évidemment des performances exceptionnelles. Parce que, on précise, vous avez vu, on précise, sans hauteur d'unijambiste, sans planche d'appel. Il est absolument fantastique. Et on voit... alors, évidemment, on prend... Mais ça fait penser aussi à nos sociétés, en fait, où on prend la personne la plus performante et c'est elle qui devient la norme. On en sait quelque chose dans le travail maintenant, c'est ça.
on prend celui qui produit le plus, ça devient la norme. Ben là, c'est exactement pareil. Donc, ça intéresse aussi, si vous voulez, la façon dont ils sont représentés. Ça intéresse aussi nos sociétés actuelles. La façon dont nos sociétés actuelles réfléchissent les individus, réfléchissent la performance, considèrent comme du déchet des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, etc., etc. On a beaucoup de discours en ce moment qui sont assez déplaisants, je trouve. Et donc, ça fait écho à ça. Alors, par exemple, on montre ça. Des petits livrets qui sont réservés aux professionnels, mais par exemple, celui-là va être quand même relativement diffusé, à tel point que les artistes le connaissent très bien. Dans un de ses textes, Gross s'imagine comme un se fait passer en fait pour un marchand qui fait travailler les mutilés de guerre pour se faire un peu d'argent avec des petits cendriers, des petits machins, etc. Et il parle des prothèses et il dit les fameuses prothèses Bas-the-Kill. Et en fait, Bas-the-Kill, c'est l'anagramme de Bisalski, qui est vous arrivez à lire là? Non. Bon, alors croyez-moi sur parole. Il s'appelle Bisalski, et donc c'est l'anagramme presque parfaite quand Gross s'en amuse. Et c'est le principal animateur responsable et aussi le porte-parole de l'orthopédie en Allemagne. Et donc, Konrad Bisalski publie un nombre incroyable de livrets qui connaissent des diffusions parfois très étroites et parfois au contraire très larges. Il demande à la presse de relayer tout ce qu'il publie, etc., ses discours, etc. Alors là, il donne l'exemple d'un jeune homme, un pauvre jeune homme, qui a perdu les bras et les jambes, et on le met en situation. Voilà, il est debout, et à côté de ça, il marche. Alors, ce qui nous intéresse, là, c'est... je vais me redéplacer. Ce qui nous intéresse ici, c'est le type de prothèse. Vous voyez, en fait, ici, on a la prothèse où il n'y a pas encore l'accessoire à visser. Et ici, on le voit, on lui a vissé sa cuillère. Et à côté, ici, il a tout. Le couteau, la fourchette, Donc ça nous intéresse pour la suite. Mais là, on voit une sorte de mise en scène où ces photographies sont là pour expliquer qu'en fait, c'est possible. Il peut retourner travailler, il peut vivre seul, sauf que ce qu'on ne montre pas, évidemment, c'est que quelqu'un lui a mis ses prothèses, que quand il faudra qu'il prenne une fourchette plutôt qu'un couteau ou plutôt qu'une cuillère, quelqu'un devra lui dévisser sa prothèse, etc., etc., etc. Donc on voit la force du discours, là aussi, de propagande, de la réinsertion par le travail. Ce qui m'amène à une remarque sur le statut particulier des mutilés en Allemagne, c'est qu'en France, il y a un ministère des anciens combattants qui les isole, qui les honore avec des médailles, etc. Dans l'Allemagne de Weimar, en fait, donc parce que là, c'est en 1915, mais de ce point de vue, il y a un continuum. Dans l'Allemagne de Weimar, en fait, les mutilés de guerre sont pris en charge au sein du ministère du Travail. Pas pareil, hein? Et ils sont un sous-service à l'intérieur. Ils sont un sous-service, mais ils sont pris en charge par le ministère du Travail. Donc on voit le lien entre le discours de l'orthopédie de 1915 et dans les esprits comment s'achemine cette idée qu'en fait, il y en a tellement, on le lit, mais c'est d'une cruauté terrible, hein. Ils sont tellement nombreux, ils vont nous entraîner vers le fond. Il faut donc vite, vite, vite les remettre au travail. Et on explique dans les journaux grand public, les quotidiens, hein. Il y a plein j'essaie d'en citer quelques-uns, donc il y a beaucoup de témoignages qui disent en fait, on va vous raconter, tel officier qui a perdu sa jambe, figurez-vous qu'un mois plus tard, il avait une prothèse, et 2 mois plus tard, il était sur son cheval. Et voilà. Et voilà. Et donc, il y a ce discours de la performance tout le temps qui en fait, va faire accroire que la technique peut tout résoudre et qu'il suffit d'appareiller les gens pour qu'ils redeviennent exactement comme avant. Et si on lit le détail de ces textes, en fait, ça parle de ça. C'est un discours autour de la dignité, dit pas de mendicité, donc on pense à celui qu'on a vu avant, pas de mendicité, pas de nourrissage, ils doivent être autonomes, etc., recouvrer leur virilité. Et d'ailleurs, ça pose problème le fait que ce soit des infirmières qui s'occupent des mutilés, parce qu'on dit oui, bon,
elles leur font faire des petites choses, on va les remettre aux ateliers tout de suite, quoi. Elles leur font faire de la couture, elles leur font faire des petites choses qui visent en fait à réparer la motricité fine. Mais en fait, c'est perçu comme c'est en train de les féminiser. Donc nous, on va les reprendre en charge. Et puis, ils vont retourner à l'établi, ils vont travailler comme à l'usine. Voilà. La rééducation, c'est ça, c'est très, très dur. Hein. Mais pas seulement en Allemagne, je pense. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est dans ce type d'image, c'est qu'en fait, on met en scène, avec, vous voyez, un cadre incroyablement serré. Le cadrage est très, très serré. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'en dehors, là non plus. Il n'y a pas d'en dehors. Et c'est un discours qui laisse à croire que tout ce qui a été réussi dans le laboratoire peut se dérouler de la même manière en dehors du laboratoire. Mais sauf que le cadrage montre que tout ce qui se déroule dans le laboratoire et qui marche, bah ça marche parce que c'est dans le laboratoire. Mais quand on est dans la vraie vie, qu'on doit descendre l'escalier, s'habiller tout seul, ça ne marche pas. Donc les cadrages sont très très intéressants de ce point de vue. Alors je vous en montre une autre. Je suis désolée, je crois qu'il avait remis en ordre. Ben, ce n'est pas du tout en ordre, mais comme ça on les voit. Où est-elle? Ah oui, tout à fait passionnante. Donc ça, quand on regarde rapidement, on a l'impression que c'est un petit concerto, un quintet, un petit concert. Et puis après, on regarde de plus près et on voit le côté atroce. Dans toutes les publications en fait, de l'orthopédie, qui sont énormes, hein, c'est des énormes volumes avec des photographies, etc., etc., il y a une sorte de concours de prothèses. Et par exemple, ici, c'est une image qui vise à montrer la perfection de la prothèse dite rota. Et ce qu'on voit ici, c'est comment les mutilés sont utilisés, en fait, pour créer une sorte de ballet, une sorte de musique, où en fait, eux sont tous différents. La prothèse est toujours la même, mais on a changé les ustensiles. C'est tantôt un balai, tantôt une perceuse, tantôt toutes sortes d'outils. Et en fait, à force de regarder cette image et de considérer le fait qu'on les voit, ils sont tous en contact plastique. Donc c'est comme si c'était le même type qui faisait vous voyez, comme dans une espèce de chronophotographie. Il y a une fascination pour la prothèse qui est la vedette, en fait, incontestée de cette image. Et en fait, ça montre un trait très particulier de cette époque, donc c'est-à-dire la fétichisation de l'objet technique qui est censé réparer et effacer complètement le problème. Et puis aussi, dans la façon dont c'est mis en scène, à l'exaltation des nouveaux modes de production à la chaîne, où la prothèse, où ces objets sont vissés, dévissés, pour faire à chaque fois une action unique, est une métaphore absolument éclatante de ce qu'on voit, par exemple, dans la vie moderne, Charlot qui fait ça, vous n'avez pas besoin de l'universalité de la main, hein. Vous avez besoin d'un outil qui vous fait faire. Et donc, ça transparaît, si vous voulez. C'est ça qui m'intéressait dans ce travail, c'est de voir ce qui transparaît, en fait, derrière des photos qui se proposent, qui sont... Celle-ci est parfaitement ahurissante. C'est dans un journal d'orthopédie pour des professionnels. Mais on voit bien qu'il y a un délire énorme autour de ce que peut la prothèse. C'est fou en même temps, non? Enfin, moi, j'ai trouvé incroyable. Alors, il me reste combien de temps? Beaucoup? 10 minutes? Un quart d'heure? Parce que je suis bavarde. Non, mais moi, je m'en vais à 45, parce que j'ai mon train. Et je ne peux pas rester ici. Ah, c'est la vraie heure, ça? Ah, je ne la voyais pas. Oui. Donc, on a un peu plus, c'est ça? On a plus de 10 minutes? Je comprends pas. Attendez, moi, je pars à quelle heure, on a dit? Ça va, là, s'il est 7 heures. Des questions. Oui. Donc, merci. Je vais essayer de vous parler de plusieurs choses. Il y a la question des femmes. Il y a la question du politique. Qu'est-ce que vous préférez? Les femmes. Alors, les femmes. Comme d'habitude, hein, vous vous doutez bien que
Ça va pas, les femmes. Ça va pas. Alors, par exemple, on a ce dessin-là en 1918, donc c'est la fin de la guerre. C'est la défaite, les soldats qui rentrent et qui rentrent pour certains mutilés. Donc, vous voyez ici, la mutilation, elle est assez discrète. C'est le pansement et la canne. Voilà comment on montre là. Mais ce qui est évidemment intéressant ici, c'est d'abord le titre. Donc, Tauentzienstraße, c'est une rue qui est vouée à la prostitution à l'époque. Et puis, donc la légende, c'est « Viens camarades, sur le chemin des dames, les vainqueurs sont les profiteurs de guerre ». Et on voit que des femmes et un drôle d'oiseau, disons. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressée ici, c'est que tout est écrit en gothique, en Deutsche Schrift, tout, sauf chemin des dames. Et dame, il a enlevé la majuscule. Alors, si on n'a pas bien compris, et donc ce qu'on comprend, c'est que les femmes, il y a tout un discours comme ça en Allemagne, et pas seulement en Allemagne, mais en Allemagne pour ce que j'en connais de mieux, autour du fait que les femmes ont poussé les hommes à partir à la guerre, et puis les hommes se sont fait massacrer, et puis les femmes ont pris leur place pendant ce temps-là. Ce qui est évidemment une vue de l'esprit, puisque la première chose qu'on fait quand les mutilés arrivent, reviennent, on renvoie les femmes pour que les soldats reprennent leur travail. Et les femmes qui travaillent, qui sont pas plus nombreuses qu'avant 14, mais avant 14, elles travaillaient chez elles, et elles travaillaient aussi comme employées de maison, ou elles travaillaient à domicile. La différence, c'est qu'à partir de 18, on va les voir dans la rue, puisqu'elles travaillent autrement. Elles travaillent dans les usines, elles travaillent dans les magasins, elles travaillent, vous voyez, elles sont étalagistes, elles sont caissières, elles sont vendeuses, Donc, il y a une hyper visibilité. Et donc, il y a cette idée, et elles sont jeunes et belles et entières. Et donc, il y a cette idée qu'en fait, elles ont profité. Et dans les profiteurs et les chemins des dames, avec pas de majuscule à dame, en fait, ça les fait passer non seulement pour des profiteuses, mais presque pour des traîtresses. Et vous voyez comment le dessin est construit avec 2 espaces. Donc les mutilés qui sont quand même au premier plan, parce que quand même, c'est eux les héros. Niais, mais c'est eux les héros, mais ils sont à l'ombre. Et qui a la place au soleil? C'est les femmes qu'on voit avec des chapeaux très curieux, qui sont extraordinairement phalliques. Et en fait, c'est une façon, au travers du chapeau, de montrer que les femmes ont pris le pouvoir, en fait, le pouvoir des hommes. Et donc, les dessins qui montrent ça, et les œuvres d'art aussi, du reste, sont légion. Alors, après, on va avoir beaucoup d'hommes. Je vais vous montrer un autre dessin avec des femmes. Celle-là, c'était la République. Donc, la République, c'est pas pareil. Je suis désolée, hein. J'aurais dû faire quelque chose. Dans ma tête, il était très bien, mais pas bien du tout. Donc, je suis désolée. Voilà, par exemple, cette image-là, qui est assez intéressante, c'est l'image donc, ça date de 1925. Et c'est une image qui s'amuse du nouveau... soins, des nouveaux soins qui sont dont on conseille aux femmes que les femmes sont censées se prodiguer à elles-mêmes, c'est-à-dire le maquillage, etc., etc. Et donc le salon de beauté, on voit à l'arrière la nouvelle femme, vous voyez, avec la petite coupe courte, le maquillage qui était autrefois réservé aux prostituées et qui maintenant va devenir très très important. Et puis, on voit aussi, tout à fait à droite, la chirurgie esthétique. Et quand on voit cette image, donc comment puis-je rester jeune et belle? Rien ne nous est épargné à nous les dames. Donc évidemment, le motif de la femme qui parle ici est très méchant, montrant qu'elle se plaint de tout ce qu'on lui réclame, mais qu'en fait, voilà. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a cette histoire de rien ne nous sera épargné à nous les femmes.
mais qu'en fait, ici, la chirurgie n'est pas une chirurgie réparatrice. C'est une chirurgie plastique qui n'a rien à voir. Et donc, cette idée de la douleur, si vous voulez, telle qu'elle est, que la femme la revendique, nous, on souffre, on nous demande tellement de choses, on souffre, on souffre, on souffre. En fait, pour quelqu'un de l'époque, nécessairement, on met ça en balance avec les douleurs atroces qu'ont subies les hommes défigurés au combat. Et donc là, la balance, ça se fait tout de suite. Donc les femmes, en fait, sont toujours mises en défaut, comme elles l'étaient pendant la guerre, où en fait, on leur demandait toute la propagande s'ingénie à leur demander à leurs fiancés, frères, pères, de rapporter la croix de fer. Après quoi, on leur dit, mais c'est vous qui nous avez poussés à nous sacrifier. Quand s'agissant des mutilés, quand une femme veut épouser un mutilé, on dit, oh bah, bien sûr, elle est intéressée par la pension, puisque l'inflation est atroce et les mutilés, et j'y mets tous les guillemets qui s'imposent, les mutilés de guerre s'en sortent relativement mieux que les autres, puisqu'ils ont un tout petit peu plus grande sécurité financière. Donc, l'idée qui est véhiculée, c'est que les femmes qui épousent des mutilés le font par intérêt. En revanche, si votre époux rentre et que ça ne va plus et que vous voulez divorcer, alors là, vous êtes une traîtresse. Donc, en fait, ça ne va jamais. Et on voit bien comment les femmes absorbent en fait le ressentiment des hommes, les angoisses de castration, comme on voyait tout à l'heure avec l'image qu'on a regardée, les angoisses de castration et un ressentiment de s'être fait rouler dans la farine en fait, d'être partie. Alors on dit la fleur au fusil, ce qui n'est pas complètement vrai, c'est ce que disait la propagande, mais de s'être fait avoir, et que les femmes au fond auraient été les gagnantes de cette affaire, ce qui n'est pas vrai. Si on regarde les chiffres en Allemagne, ce n'est pas vrai du tout. Alors là, j'essaie de vous montrer des choses. Donc, je vais quand même vous parler de la question du politique, parce qu'elle est assez fondamentale. Par exemple, le mutilé va servir à plusieurs choses. Par exemple, ici, vous le voyez, c'est le mutilé aveugle. Et il a sur ses lunettes noires 2 croix gammées. Donc là, ça parle de quelque chose de relativement de présent dans la société, quoique pas hégémonique, mais présent. Une partie des mutilés de guerre sont séduits en fait par le discours nazi. Pour plusieurs raisons. Il se trouve que l'Allemagne de Weimar, voulant rompre avec le régime impérial, elle donne du travail, elle fait tout pour donner du travail, mais elle ne donne pas de médailles. Elle ne fait pas de grandes cérémonies, puisque ça, dans les imaginaires, les médailles, les cérémonies, les commémorations, c'est la culture de Guillaume II. Donc pour rompre avec la culture de Guillaume II, pas de médailles. Ce qui est très compliqué, parce que ça veut dire pas de reconnaissance symbolique. Donc la fameuse reconnaissance promise par le peuple aux mutilés, elle est absente. Il n'y a pas cette... en France, on a ça, on a les cérémonies, on a les cérémonies du souvenir, les anniversaires, les défilés, etc. Là, il n'y a pas ça. Les défilés sont toujours des défilés contestataires et ne sont jamais organisés par la République de Weimar. Et en fait, une partie des mutilés va adhérer de façon très évidente au discours nazi qui promet justement la reconnaissance symbolique, qui dit avec nous, vous serez traités comme des héros. Et là, il y a tout un travail sur le mensonge, c'est-à-dire que la cécité est montrée comme aveuglement, ce qui c'est pas exactement pareil, parce qu'on peut être dans les mythes, par exemple, on peut être aveugle, justement être clairvoyant parce qu'on est aveugle, et dans la Bible aussi, et dans plein de textes sacrés. Donc là, ici, c'est montré comme une absence de clairvoyance, et le titre est absolument fantastique, puisque c'est donc élu à droite, et en fait, ça joue de toutes les connotations du mot élu, qui renvoie aux élections, puisque le mutilé là, est censé
participer de l'électorat des nazis, et que les nazis, à leur tour, les élisent comme un groupe de sacrifiés qu'il faudrait honorer à leur juste valeur, etc. Ce qu'ils vont faire. Donc après 1933, brièvement, ils vont leur donner des cartes coupe-fil à eux et leur famille dans les magasins. Ils vont faire 2-3 cérémonies et puis ils vont baisser drastiquement les pensions. Voilà. Vous voulez du symbole, vous en aurez. En revanche, les conditions de vie, c'est pas ça. Donc on voit ce genre d'image. Là, on a un autre aveugle. Mais là, c'est tout à fait autre chose. C'est l'aveugle qui est... alors, je vous explique un peu le contexte. C'est la première voie. L'Arnlinks, c'est un journal explicitement social-démocrate. Et les sociaux-démocrates, et les communistes, mais pas avec eux, puis ils n'arriveront jamais à s'entendre, militent pour une expropriation des princes, qui sont encore sous la République de Weimar très, très gâtés, on va dire. Et donc, il y a une sorte de référendum pour savoir il faut cesser avec s'il faut exproprier les princes et au contraire rendre l'argent au peuple. Donc là, la République, ici la jeune République grecque, qui est la République de Weimar, fait signer le premier à mutiler. Et ça nous intéresse parce que lui, il est aveugle, mais il est choisi dans sa cécité du moment, il est aveugle pour le moment, mais il est choisi comme symbole de quelque chose qui va venir, qu'on ne voit pas encore, et qui est le projet social de la République de Weimar, qui met en place, en fait, un État social, et qui choisit le mutilé comme celui qui s'est sacrifié et qui a beaucoup donné pour la société, et lui qui est traité toujours comme le dernier des derniers, en fait, elle en fait le premier. Elle dit, c'est vous le plus vulnérable, et vous qui vous êtes sacrifié, c'est pour vous que nous travaillons à établir cet État social qui prendra en charge les citoyens. Bon, c'est une politique très, très ambitieuse du Parti social-démocrate, qui est une nouvelle promesse faite aux mutilés, puisque là, c'est une promesse. Il signe et on lui promet des lendemains meilleurs. Et il signe bien qu'il soit aveugle, parce que pour le moment, il est aveugle, mais bientôt, il verra. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, c'est une promesse qui va échouer aussi parce que la crise économique est telle que jamais la République de Weimar n'arrive à honorer en fait sa promesse. Et c'est une des raisons de l'écrasement de la République. Mais vous voyez qu'à chaque fois, le mutilé est choisi pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec les mutilés réels. Il est surtout là comme une image métaphorique en fait. Alors, celui-là, absolument fantastique. Une affiche de 1918, donc c'est au moment où il y a les grandes grèves en Allemagne, des insubordinations dans l'armée, donc c'est à la fin de la guerre. Et donc ça, c'est une affiche qui est censée dénoncer les grèves et les insubordinations comme travail de sape, en fait, de l'Allemagne et de l'armée allemande. Donc là, on va opposer le mutilé de guerre qui passe, et vous voyez, il est plutôt joli garçon, et en face, il n'y a que des affreux Jojo qui le regardent mal, et en fait, ici, le héros, c'est lui, dans cette image-là, le héros. Et on voit les grévistes à l'arrière, vous voyez, on reconnaît les grévistes, ils ont les bras croisés, ils ont les mains dans les poches. C'est le signe, ça va être le signe tout au long de la République de Weimar, c'est comme ça qu'on représente les grévistes. Et là, en fait, on utilise le mutilé contre les mouvements sociaux. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les mutilés réels. D'abord, dans les usines, il y a beaucoup de conflits entre les grévistes et les mutilés qui bénéficient de places, parce qu'ils ont trop peur, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur, on peut les comprendre aussi, hein, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de perdre leur pension, et donc ils vont être traités souvent comme des briseurs de grève. Donc en proposant une image comme ça, en fait, celui qui est contre les grévistes dit oui, c'est vrai que c'est quand même atroce, il y en a qui se sacrifient sur le front et eux, ils font la grève. Mais pour les opposants, pour, disons, les gens plutôt de gauche, en fait, c'est l'inverse. C'est, voilà le mutilé qui est la marionnette
du pouvoir et voilà ce qui lui arrive. Et le voilà en briseur de grève, etc. Donc en fait, on voit que dès lors que ça circule dans la société, les objets comme celle-là dont les visées paraissaient parfaitement clairs. Donc là, dénoncer l'irresponsabilité des grévistes, en fait, ça va connaître des destins très particuliers. Par exemple, chez des artistes comme Georges Grosz, chaque fois qu'il faut dénoncer les classes dominantes, vous allez avoir un mutilé à un coin d'une rue. Le mutilé, c'est celui qui a cru et qui se retrouve tout seul. Et qui est ce fameux Krüppel, ce petit être rabougri, ce lâche, ce traître à la grande cause, qu'on n'a pas envie d'aider. C'est ça ce qu'on voit dans les dessins de Georges Grosz. C'est très violent quand même. Hein. Et donc, on voit comment... au fond, c'est ça qui m'intéressait le plus dans ce terme de représentation, c'est la façon dont les images circulent dans la société et dont elles sont perçues différemment selon qu'elles tombent dans tel milieu ou dans tel autre. Et qu'une même image peut renforcer en fait un discours contre les grévistes, mais aussi peut renforcer le discours qui va opposer le prolétaire agissant au Krüppel, castré, obéissant, valet du régime, avec tous les mots qui vont avec. Et j'ai fait une étude, justement, je me suis aidée de tous les gens qui avaient travaillé sur le vocabulaire de l'extrême gauche à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et en fait, ça colle parfaitement, quoi. Donc, on voit comment cette affiche-là, elle peut être totalement contre-productive. Elle peut être récupérée, en fait, par les opposants qui vont dire, oui, en effet. Ah oui, pardon. Ah, alors, oui, je l'ai fait pour toi. Oui. Voilà. Exactement, exactement. Sauf que dans l'affiche originale, cette phrase-là, merci beaucoup, j'avais oublié d'en parler, donc je l'ai fait pour toi, que fais-tu pour moi? C'est une phrase qu'on trouve ordinairement sur les calvaires, qui est censée être de la bouche du Christ. Donc c'est de nouveau l'image christique. Mais l'avènement du monde meilleur, vous avez raison, ça peut être exactement. Donc en fait, on voit comment tout ça est très labile en fait. Oui, complètement. On peut lire suivant on lit ce qu'on veut en fait. Alors que l'affiche d'emblée paraissait très claire. Et elle est très violente, cette affiche, non? Moi, j'ai trouvé très étonnante quand j'ai vu la première fois. On dirait qu'ils vont lui casser la figure, non? Parce qu'on dirait un règlement de compte, on dirait... Derrière, on voit des usines. Alors, j'ai essayé de voir si c'était une usine particulière, mais c'est les grandes usines d'armement qui sont toutes un peu construites sur le même modèle. Donc, on ne peut pas dire c'est telle ou telle usine. Vous savez, les historiens de l'art, on aime bien... Voilà, mais on ne peut pas le dire là parce qu'elle est idéale typique, si vous voulez. Donc, elle regroupe beaucoup de traits de beaucoup d'usines. Mais elle est effrayante, cette image. Oui, c'est un petit peu effrayant, je trouve. On a le temps encore d'en montrer une? Une bien. Alors ça, c'est assez drôle. Alors, il y a des choses assez drôles. Comme par exemple, c'est vérité quand même. Hein. Pieter Ersatz, tu vois, le désarmement mondial aurait un grand inconvénient. Jamais les accidents civils du travail ne pourraient tout à fait remplacer les opportunités que la guerre a données à la chirurgie. Ce qui n'est pas faux entre nous. Mais là, c'est traité sur le mode de la blague. Alors, il y a des choses un peu plus légères. Celle-là est assez intéressante aussi parce que donc, c'est publié en 1915, au moment où Bisalski... en fait, on n'est pas encore très au clair sur ce qu'on va faire des mutilés dont tout le monde est d'accord pour dire qu'ils doivent, enfin tout le monde, ou presque tout le monde est d'accord pour dire qu'ils doivent retourner au travail. Et donc Bisalski dit, mais il faut inciter en fait les entrepreneurs, les employeurs à embaucher des mutilés de guerre. Il faut les inciter de toutes les manières. Et il demande par exemple que son texte qu'on a vu tout à l'heure, un des textes qu'il a écrit à l'adresse des mutilés, soit en leur disant voilà ce qu'il faut faire, reprenez-vous en main, n'abandonnez pas, faites ceci, faites cela, que des injonctions, que des injonctions, que des injonctions. Et donc il dit voilà, passez ce texte. Et puis il y a ce dessin-là qui est dans la presse. Alors
celui-là aussi m'a beaucoup intéressée d'une certaine façon, parce que il est censé illustrer l'article de Konrad Bisalski, que Gros appelle Bas the Kill. Sauf que, donc on voit une scène, ça s'appelle Après la guerre, ce qui est déjà très curieux, puisqu'on est en 1915. Et donc c'est une scène entre un banquier qui est assis, et derrière lui, il y a le mutilé, et il dit vous me plaisez, il y a dans votre apparence quelque chose qui inspire confiance, je vais vous engager au poste de caissier. Alors c'est bien paternaliste, c'est bien j'ai confiance, la caisse, etc., etc. Sauf que quand on regarde, d'abord, il ne le regarde pas, déjà pour commencer, il ne le regarde pas vraiment. L'autre est derrière et il est beaucoup plus beau. Le mutilé est beaucoup plus beau que le caissier qui a une tête un peu cabossée. Et ça, ce n'est pas indifférent, puisque dans ces années-là en Allemagne, il y a un énorme intérêt pour la physiognomonie, c'est-à-dire cette idée que la forme du crâne, que la forme du visage, que dit quelque chose de l'intériorité. Et là, on voit en fait ce partage de la beauté qui va du côté du mutilé, qui est censé être le corps laid, repoussant, qui fait peur, et l'autre. Et l'autre est assis d'une manière très très curieuse. Sa main est très très curieuse. Et en fait, on a l'impression que ce que l'illustrateur a voulu montrer, c'est... Parce que sinon, vous voyez, ils sont habillés pareil. Ils sont de la même classe sociale. Ils ont exactement les mêmes vêtements. Le col là, de Karl Lagerfeld, de Vater Mörder, là, le col haut, raide, le gilet très haut, la même veste, le même tout. C'est des gens de la même classe sociale. Mais sauf qu'il y en a un qui s'est battu et qui est montré comme beau, et l'autre qui a passé la guerre dans un fauteuil, pour dire les choses aussi clairement que le dessin les montre. Donc là, je me suis demandé si le dessinateur ne contestait pas, en fait, cette idée que les mutilés allaient dépendre de l'aumône et du bon vouloir des employeurs, bon vouloir qui peut changer à tout moment. Et que donc, dans cette façon de dessiner l'un et l'autre, est-ce qu'il ne posait pas la question de savoir, puisqu'ici le banquier est censé rendre service aux mutilés, avec « vous me plaisez », qui est absolument velléitaire, parce que vous me plaisez aujourd'hui, vous me déplaisez demain, voilà. Et la question qu'il pose, mais qui rend service à qui? Est-ce que c'est le banquier qui rend service en donnant une place aux mutilés, ou est-ce que c'est le mutilé qui a, pendant toute la guerre, puisque c'est après la guerre, rendu service au banquier? En fait, on voit dans les images, si vous voulez, qui sont censées être, qui ont un statut d'illustration, on voit en fait s'infiltrer des sens un peu plus ambivalents en général. C'est rarement très clair. Et donc, ça va arriver partout. Là, par exemple, là, c'est au moment du scandale de la Reichswehr, où en fait, la Reichswehr, clandestinement, a versé de l'argent à plusieurs entreprises qui font du cinéma, avec ils sont stipendiés, la contrepartie étant que ces entreprises de cinéma produisent des films à la gloire de la Reichswehr, etc., et renforcent l'image guerrière de l'Allemagne, etc., etc. Donc c'est un scandale absolu, mais vous voyez qu'immédiatement, le mutilé est convoqué, et on va comparer donc, deux versions d'une même mélodie, c'est-à-dire ici, on a donc... en haut, on a la maison de film, Phoebus Film, qui est une des entreprises stipendiées, qui arrive avec 6 millions de dollars pour faire des films à la gloire de l'armée et de la guerre. Et immédiatement, on voit surgir le mutilé, qui n'a rien à faire là, sinon que le mutilé est une victime de la guerre et qu'il mendie ici dans la cour. Et vous voyez comment le dessinateur, en fait, joue de la proximité de la manivelle de la caméra et de la manivelle de l'orgue de barbarie, qui est l'instrument du mutilé mendiant, et de la forme aussi de la poubelle, et qui va associer en fait
le mutilé à la poubelle. Et il y a tout un jeu de différences et de correspondances. Vous voyez comme ici, le dessin du plafond est repris ici dans le sol de la cour, mais beaucoup plus grand, de sorte que le mutilé paraît tout petit. Ici, on a une lumière artificielle et on voit le plafond, mais on ne voit pas le sol. Ici, on voit le sol, mais on ne voit pas le plafond. Donc, on a l'impression d'un enterrement. Et on voit d'ailleurs de l'autre côté le soupirail de la cave. Donc, en fait, il convoque à ce moment-là le mutilé, qui est la victime de la guerre, contre les profiteurs de guerre. En fait, le mutilé va toujours être en service, en fait, pour à peu près sur tous les éléments, sur tous les événements de la vie. Et ça commence donc là en 18, où vous voyez là ce qu'on voit, c'est la fuite de l'empereur, qui est le vrai déserteur, hein, qui est montré comme le vrai déserteur. Vous le voyez au fond, l'empereur, tout petit, qui s'en va tout seul avec son épée, qui dépasse de sa cape. Et ce qui était très intéressant, c'est que là, on voit que les mutilés, qui ont tous l'air de personnes... vous voyez bien ou pas du tout? Oui, parce que moi, je ne vois rien ici. Qui ont l'air tous de personnes très âgées, très abîmées, mais ils sont à la tête d'un cortège. Ils sont comme les meilleurs représentants de toutes les souffrances que l'empereur a infligées au peuple tout entier, puisqu'ils sont à sa tête. Et on voit les enfants qui sont aussi contrefaits, abîmés, etc. Et on voit très bien ce discours dans les journaux qui est absolument récurrent, les journaux sociaux-démocrates notamment. Ce discours absolument récurrent, c'est que les mutilés de guerre, qui sont ces personnes définitivement abîmées, offrent une image tangible à d'autres altérations qui ont affecté le peuple entier. Vous voyez, par exemple, si on prend ça en termes métaphoriques, le mutilé, celui à qui il manque une main, un bras, etc., il porte sur son corps la perte qui a affecté toutes les familles, les deuils, les malheurs, la malnutrition, etc., etc. Donc, il devient l'emblème de la souffrance, quand les vrais mutilés voudraient devenir l'emblème du héros qui s'est sacrifié. Donc, il y a un monde entre les deux. Hein. Et donc, il va être utilisé à chaque fois qu'il va falloir dénoncer la crise économique, les problèmes économiques, les difficultés, parce qu'il est le sacrifié plus, plus, plus. Il est le pauvre plus, plus, plus. Par exemple, ici, quand on le regarde dans cette, dans cette image, voilà, cette image, ça parle donc la gratitude de la patrie, c'est la carte postale de 1915. La gratitude de la patrie. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. M'acheter, un orgue de barbarie aux frais de l'État. Vous avez une idée du prix que ça coûte aujourd'hui, un instrument comme ça. Où trouverions-nous l'argent pour payer les fonctionnaires? Donc ça, c'est typique de la grogne, mais on utilise le mutilé, dont la caractéristique première n'est pas tant d'être mutilé, que d'être dans un état de pauvreté caricatural. Et donc il est, si vous voulez, c'est la plainte au sein de l'État social qui ne marche pas. C'est la plainte de la promesse de l'État social de prendre en charge la République de Weimar promet de prendre en charge les citoyens et en fait n'y arrive pas. Et on dit, mais finalement, c'est les fonctionnaires qui s'engraissent pendant que nous, on crève, quoi. Et donc, on voit que la mutilation est presque secondaire par rapport à la pauvreté. Donc, en fait, il représente plus que lui-même. Et c'est d'autant plus vrai que dans la société allemande, comme les mutilés de guerre sont dans le ministère du Travail et qu'ils bénéficient de pensions qui sont quand même relativement élevées par comparaison, hein, j'ajoute immédiatement, eh ben, les mutilés civils, ils disent mais nous, c'est pareil. Nous aussi, on a perdu des membres. Nous aussi, on est dans le même ministère et on aimerait bien avoir la même chose. Et ces dessins, ils sont aussi l'indice de ces glissements, de ce statut dont on peine à dire qu'il est enviable, mais qui est perçu quand même comme enviable dans une société où l'inflation est terrible. On va arrêter. Je vais... Donc, vous avez des questions? Des questions? Non? Alors déjà, merci Catherine de cette présentation très riche. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame.
Ça n'est pas une question, c'est une remarque. Oui. Je ne sais pas si vous êtes intéressé aux vitraux patriotiques ou aux vitraux qui commémorent les guerres en Allemagne ou en France. J'ai étudié ceux des Ardennes et je connais bien ceux de la Meuse. Et vous avez dit le mot, une vision christique. Et lorsque vous regardez ces vitraux dans les églises, vous n'avez jamais de blessés, en fait, vous avez toujours des morts. Ah oui. Les morts, ils sont là, calmes, paisibles, pas l'ombre d'une blessure. Oui. Ils sont en général, je caricature, au pied du Christ en croix. Vous pouvez rajouter Jeanne d'Arc et des figurines de ce genre. Mais jamais, jamais vous ne voyez de soldats mutilés. La seule fois, le seul vitrail que je connaisse où on voit des blessés, des gens mutilés, c'est un vitrail au Kremlin-Bicêtre, dans la mairie. Donc on n'est pas du tout dans le même... et dans une mairie, je ne sais plus sa couleur politique, mais disons de gauche. Et c'est très intéressant, cette comparaison. Donc ça, on ne montre jamais la mutilation. Alors, on la montre énormément en Allemagne, très peu en France. Et c'est vrai qu'en Allemagne, on n'honore pas les mutilés, mais on honore les morts. C'est plus facile. C'est horrible ce que je dis. Mais non, mais il n'y a pas de... Ils sont morts, quoi. Ça... Ah bah oui, oui. Et ils sont entiers. Ils sont ressuscités dans leur perfection. Mais ça, c'est normal. Dans la résurrection, on est entier. Merci beaucoup pour ce parallèle avec un autre support, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait poser? Oui, madame. Oui, ça y est. Merci. J'aurais voulu savoir... Enfin, je me suis demandé si le fait de ne pas donner de médaille, tout ça, par rapport à la France ou d'autres pays, est-ce que c'est pas aussi parce que c'était une défaite? Alors, d'abord, ça fait revenir la défaite. Et ça, personne ne veut que ça revienne, parce que c'est tellement un problème explosif en Allemagne, parce qu'on accuse de coups de poignard dans le dos, etc., que la République serait le régime de la défaite. Donc, il y a ça aussi. Mais je crois que c'est plus en termes symboliques et que c'est une erreur, qu'on dirait aujourd'hui, erreur de communication, que de ne pas reconnaître. Et d'ailleurs, les mutilés et les anciens soldats, les croix de fer qui avaient été vraiment distribuées à la fin de la guerre en très grand nombre, pour beaucoup sont pas conservées par les soldats. Mais au bout d'un moment, on les voit réapparaître. Parce que, pour ceux qui sont entiers, par exemple, et aussi ceux qui sont mutilés, mais aussi ceux qui sont entiers, c'est le signe qu'ils y ont été et qu'ils ont vécu cette horrible chose. Et c'est une demande de reconnaissance, de ressortir D'ailleurs, on en voit... lui, par exemple, vous voyez, il a la croix de guerre de première classe. Donc, la croix de guerre va aussi créer beaucoup, beaucoup de débats. Est-ce qu'un mutilé a le droit d'avoir la croix de guerre? Oui, s'il ne demande rien. Parce qu'à ce moment-là, c'est un héros, il porte le sacrifice, il a le signe du sacrifice, ça va. S'il commence à dire la guerre, c'est pas bien, alors là, ça va pas, quoi. Vous voyez? Mais c'est un signe qui est plus un signe mnémonique, mémoriel, plus que d'héroïsme, en fait. La croix de guerre, telle qu'elle est dessinée là. Oui, la croix de fer, pardonnez-moi, oui, c'est bien sûr la croix de fer. Oui. Et il y a toute une littérature sur la croix de fer qui est absolument fantastique, sur ce changement justement de signification tout au long de... Et les nationalistes, par exemple, à un moment demandent que les mutilés n'aient pas la croix de fer. Parce que la croix de fer, c'est la croix de héros, ils demandent qu'ils aient une croix spéciale qui va être créée, mais qui ne va jamais être dessinée, par exemple. Parce que ça passe pas. Oui, pardonnez-moi, c'est évidemment pas la croix de guerre. Mais c'est de votre faute, vous me parlez de la France. Y a-t-il peut-être une dernière question? Eh bien, si personne n'a de questions supplémentaires, il nous reste à vous remercier, Catherine, d'être venue nous voir spécialement. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et qui est effectivement une petite représentation de l'ensemble de votre travail. Il nous reste encore à vous remercier d'avoir fait partie de notre conférence ce soir et puis on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci. Au revoir.